Bonsoir à tous. On va commencer. Merci beaucoup d'être là aussi nombreux. C'est très impressionnant. Je voudrais dire un premier merci particulier à Marcus qui se charge de la captation de cet atelier pour une vidéo qui sera disponible sur la chaîne YouTube des gens d'image. Donc vous n'apparaîtrez pas à l'image, mais vos interventions vocales, notamment au moment de l'échange entre les invités et le public, feront partie de cette captation et de sa diffusion. Vous pouvez dès maintenant d'ailleurs, mais un peu plus tard dans la soirée, aller visionner l'atelier du mois de janvier, du 15 janvier, qui était consacré à Maxime Richer. On trouve d'ores et déjà la captation de cet atelier sur notre chaîne YouTube, accessible par l'intermédiaire de notre site internet. Et bientôt, très bientôt, celle de l'atelier du 19 février dernier, qui était consacré à l'animal, un sujet photographique. Voilà. Donc, présenter Gladys, c'est un exercice un peu difficile parce que son univers, comme elle-même, ne se laisse pas facilement saisir et ni résumer. Alors, il y en a un qui a résumé ça pour moi en quelques mots, c'est son voisin de gauche, Mathieu Rivalin, dont je reparlerai tout à l'heure, mais qui dans le texte de présentation de l'ouvrage Gladys nous dit d'elle que la discontinuité et le hasard se muent en une forme de discipline. Gladys est insaisissable. Voilà, moi ça me va bien. Si j'avais essayé de faire plus classique, j'aurais dit que Gladys débute sa carrière de photographe à la fin des années 1970 et signe ses photographies de son seul prénom. Ses premières images en noir et blanc explorent un monde où se côtoient souvenirs d'enfance, paysages imaginaires et récits poétiques. En 1987, Gladys bénéficie de la bourse Villa Médicis hors les murs et part en résidence au Japon. La série Mamonaku prolonge un travail sur le corps et l'écriture entamé au milieu des années 1980. En 1989, elle reçoit le prix Niepce Gens d'Image pour cette série. Ça, c'est une information importante pour nous. Tout au long de sa carrière, Gladys répond à des commandes et travaille pour la presse, publiant ses images dans Le Monde, Libération, Lire. Elle réalise d'audacieuses compositions pour les couvertures des hors-séries du magazine Science et Vie. Elle a également été photographe de mode pour le magazine Marie-Claire Bis et le magazine japonais High Fashion, entre autres. En 2021, Gladys a fait don de son œuvre photographique à l'État, et ça, on y reviendra. Et en 2023, elle est promue au rang de chevalière des arts et lettres par la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. On a une chevalière parmi nous. Voilà, mais quand on a dit ça, vous serez d'accord avec moi, on n'a pas dit grand-chose, en fait. On peut en dire un peu plus quand on analyse son œuvre avec un regard sensible et des mots mieux choisis, et j'en ai trouvé. Ceux de Diane Ceylan, qui dit de l'œuvre de Gladys que le resserrement de son champ de vision sur les visages, les corps, les matières végétales et minérales, traitées comme des matières vivantes, observées de très près, dans une recherche hypnotique de fusion totale, Gladys a créé peu à peu une œuvre absolument originale, nous ouvrant la porte d'un monde intérieur, ludique, délicat, léger, et toujours exprimé dans une forme visuelle neuve et frappante. Voilà pour Gladys. J'ai parlé de son voisin de gauche, donc Mathieu Rivalin. Mathieu est diplômé de l'école du Louvre et de l'école des hautes études en sciences sociales, inspecteur conseiller de la création artistique. Il travaille depuis 2003 à la médiathèque du patrimoine et de la photographie pour le ministère de la Culture, en tant que chef du département de la photographie. Commissaire d'une trentaine d'expositions de photographie, Willy Ronis, André Cartèche et François Collard, il est également l'auteur de plusieurs ouvrages sur la photographie. Alors Mathieu n'est pas un inconnu pour les gens d'image puisqu'il avait participé il y a 2 ans, à peu près, pas jour pour jour, mais presque, à un atelier consacré à la médiathèque du patrimoine et de la photographie. C'était le 15 mars 2023. Alors malheureusement, cet atelier-là n'avait pas été capté. On n'en était pas encore là. Et il
il se trouve que Gladys était présente dans le public, puisque Gladys a fait don de son œuvre à la médiathèque du patrimoine de la photographie en 2021. Et c'est un don qui a donné lieu à la publication de la monographie intitulée Gladys aux éditions Contre-jour en mai 2024, avec un texte de Mathieu Rivala. Ce livre est présenté et vous pourrez l'acquérir après l'atelier. Voilà, j'en ai un exemplaire à ma droite. Peut-être que Mathieu, on pourrait commencer par quelques mots sur ce qu'est la médiathèque. Si. Alors, la médiathèque du patrimoine de la photographie, on était venu en parler avec Gilles Désiré, qui est à droite là-bas dans la salle. C'est un service d'archives du ministère de la Culture qui, depuis une dizaine d'années, a relancé une politique de donation d'œuvres photographiques qui rejoignent comme ça les collections de l'État. Et l'œuvre de Gladys, qui est une femme photographe qui a marqué les années, dont le travail a marqué les années 80 et les années 90 notamment, qui bénéficie encore d'une certaine audience, comme je vois la salle qui est encore très pleine ce soir, correspond aussi à ce patrimoine que l'on souhaite préserver. L'œuvre d'un photographe, ce sont des tirages, mais ce sont aussi des négatifs, des diapositives, des planches contact et aussi des archives. Et en fait, le rôle de la médiathèque, c'est de préserver ces fonds d'auteur pour permettre ensuite des expositions, des publications et des recherches universitaires. Et nous sommes installés entre Charenton-le-Pont et le fort de Saint-Cyr dans les Yvelines. Pour en revenir à Gladys, je l'ai rencontrée dans son atelier de la rue Ricot, dans le 13e arrondissement. Et le premier jour où je suis venu, elle m'a ouvert quelques boîtes. Et il faut savoir que Gladys, on la découvre peu à peu. On n'a pas le droit à un panorama de tout le travail de Gladys en une seule fois. Gladys, c'est à chaque fois des découvertes. Et les premières images que j'ai vues, ce sont celles qui correspondent aux photos de ses débuts et dans le diaporama qu'elle a préparé, qui correspondent aussi aux dernières images qu'elle va vous montrer. Donc c'est un bon résumé de ce que j'avais vu la première fois. Et Gladys, elle est d'abord connue à ses débuts pour une série d'images qui appellent à l'enfance et dont on va pouvoir parler maintenant. Merci Mathieu. Oui. Merci Mathieu. Alors effectivement, vous avez sous les yeux peut-être une illustration de ce que vient de dire Mathieu, de la série Veuve de pêcheurs, une image qui s'intitule Gribouillis 2. Et alors avec ce terme délicieux de Gribouillis, on est déjà dans l'univers de l'enfance. C'est une reprise d'un tirage de 1983 en 2023. Gribouillis en 2023, donc ça fait 40 ans, et donc c'est un pont que je me proposais de faire aussi. Je vais essayer d'être bref, mais l'image suivante, c'est moi qui l'ai demandé. Le reste, je n'en réponds pas, mais celle-ci, c'est moi qui l'ai demandé à Gladys, parce que si j'ai souhaité recevoir Gladys ce soir, c'est parce que il y a 40 ans aussi, en 1984, le professeur de photo qui était le mien à Tours, qui enseignait aussi aux Beaux-Arts, moi j'étais pas aux Beaux-Arts, j'étais dans un lycée d'enseignement professionnel, avait fait venir Gladys pour une masterclass aux Beaux-Arts et avait convié ses étudiants lycéens qui s'intéressaient d'un peu plus près à la photo créative à sa masterclass. Et donc je m'étais retrouvé dans les réserves des Beaux-Arts pour une séance de pause au milieu des statues, avec un couple nu au milieu des statues. Je m'étais retrouvé un soir, le soir même, dans une projection comme celle-ci. Et dans le diaporama, avec des vrais diapos, et un projecteur de diapositives à l'époque, il y avait cette image-là. Et le commentaire de Christian Roger,
qui est le professeur dont je parle, avait été un déclic pour moi sur ce qui pouvait sous-tendre une photographie, sur le fait que rendre un flou très léger sur un personnage qui est en mouvement, c'est aussi rendre la dilution de ce personnage dans le mouvement, c'est que densifier le sol, ça permet d'illustrer une inconnue dans laquelle cette petite fille saute. Quand Gladys photographie cette petite fille ainsi, on peut penser à Alice. Voilà. Et que la photographie, c'est pas seulement la représentation du réel, c'est aussi tout ce qui peut sous-tendre ce réel. Donc je suis très heureux de retrouver cette petite fille ce soir et je vous propose d'embarquer avec nous pour la suite du Taporama et je vais laisser la parole à Gladys. Donc en fait, on commence par ma photo la plus emblématique, ce petit bateau en papier origami que j'avais posé sur la vitre chez moi, qui a été beaucoup vu, beaucoup montré, beaucoup acheté, beaucoup exposé. Donc je l'ai mise vraiment au début parce qu'elle est très représentative de tout ce qui va suivre en fait. Et les gens ont beaucoup aimé. Je pense que il y a beaucoup de personnes qui se projettent dans cette image. Je ne sais pas pourquoi. Vous allez peut-être me dire. Chacun a des sentiments différents par rapport à cette image, mais elle fait rêver, je pense. Elle entraîne ailleurs. Et c'est une notion importante, je crois, dans ton travail, l'onirisme. Ouais. Beaucoup de tes images font rêver, effectivement. Puis elle est poétique, elle est légère, elle est transparente, suspendue. Je sais pas, il y a quelque chose, enfin ça a touché beaucoup de monde, quoi. Et donc j'ai commencé avec l'univers de l'enfance. On peut passer la suivante peut-être. Alors tu me dis parce qu'on n'a pas de télécommande qui fonctionne, donc c'est moi qui vais actionner comme ça. C'est bon. Ben, ça aussi c'est le début de mon travail sur l'enfance. C'était la machine à écrire de mon père. Et j'ai posé une image d'une petite fille comme ça, que j'ai rajoutée. C'est pas un montage, c'est juste l'image que j'ai mise dans le rouleau de la machine à écrire, quoi. Et dès cette image, on retrouve le rapport à l'écrit qui est, je crois, important. Pour toi, tu t'inspires de littérature et une machine à écrire qui produit des images, ben, ça résume, ça parle bien de ton travail. Ouais. Suivante. Ah ben, en parlant d'écriture, voilà, c'est la mouche qui écrit. Et oui, et là on retrouve l'enfance, une écriture de pattes de mouche. C'est les pattes de mouche, c'est ça qui m'a fait faire cette photo. C'est les pattes de mouche, j'avais envie de faire les pattes de mouche. Donc c'est toute une mise en scène avec la mouche, celle-là. Ouais, j'aime bien cette photo. Elle reste toujours importante pour moi. Comment tu as fait? On a l'impression qu'elle est tenue en laisse. Ben non, mais c'est tout un truc. Tu veux pas dévoiler tes secrets? Non. Alors, justement, ça, c'est des poupées qu'on avait avec ma sœur, que j'ai retrouvées. Enfin, il y avait la tête d'un autre côté, mais je me disais que j'allais continuer la série un peu plus tard. Ça, je l'ai fait en 2004, en fait. Et j'avais envie de travailler là-dessus et de les mettre en mouvement. Et je m'étais dit, je vais faire d'autres photos avec les têtes séparément plus tard. Mais bon, je les avais laissées dans un grenier chez ma mère. Avec le temps, ma mère commence à perdre la mémoire, malheureusement, et elles ont disparu. Donc j'ai jamais pu continuer, parce qu'en fait j'ai fait une exposition qui s'appelait, là c'était la série s'appelle Dolls. Ça c'était en 2004 et il y a eu une expo je crois que c'était 2014 avec Laura Serrani. C'était dans le 2012, je me rappelle plus les dates. Il faut vérifier. Je les ai pas en tête, j'ai noté 2012. Donc c'était dans une expo, j'avais présenté ça et à ce moment-là j'avais quand même retrouvé les vêtements des poupées, donc j'ai fait en 2012. Alors j'ai fait d'autres images
avec leurs habits. Mais non, ça c'était en 2004. Mais leurs habits, je les ai faits tout seul. C'était ma grand-mère qui avait cousu toutes ces petites robes magnifiques. Voilà. Comment ? Oui, c'est ça. Voilà ce qui sous-tend une photo. C'est une remarque de ma sœur. J'essayais péniblement de dire tout à l'heure, mais... C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Ah, on a vu celle qui marchait ? Oui. Ah, d'accord. Eh ben, donc voilà, ça c'était aussi les petites chaussures. Mais j'aime beaucoup dans cette image le blanc, c'est-à-dire toute la délicatesse des blancs. J'ai fait beaucoup parce que je faisais beaucoup de tirages au début, et noir et blanc, et j'aimais bien montrer quelque chose de très fin, de très délicat, de presque qui va se casser dans mes tirages. Pas du tout des tirages contrastés, j'ai jamais aimé les tirages contrastés. J'ai toujours voulu un grain très fin et quelque chose de très subtil comme ça, de très aérien, très doux, très léger. Dans tous mes tirages, c'est ces valeurs-là que je recherche en général. Et alors chez Gladys, dans les tirages, ça aussi, alors c'est vrai que sur un écran c'est difficile à voir, on peut pas le voir, mais chaque image, Gladys, ça va pas, c'est pas une photographe qui va, tu vas pas choisir un papier qui va te suivre toute ta carrière au fur et à mesure des séries, en fonction de ce que tu veux montrer. Tu vas choisir des papiers et tes tirages vont s'adapter à ce que tu veux montrer. Et t'es pas une photographe qui va travailler toute sa vie avec un seul appareil. C'est vraiment un projet, un appareil, un papier, une façon de tirer. Et là, on est vraiment à chaque fois dans des mondes qui sont très intéressants et qui racontent aussi des moments de la photographie dans lesquels tu t'insères ou desquels tu t'extrais. On le verra un peu plus tard au fur et à mesure des séries. On peut peut-être... La notion d'expérimentation est quelque chose qui est important dans ton travail. On va le voir plus tard. Et on va le voir plus tard, oui. On change d'univers. Les lézards. Ah non, c'est pas tout de suite les lézards, c'est le ventre tortue. Le ventre tortue, ça, j'avais trouvé cette énorme carapace chez un ami et je lui ai demandé de me la prêter parce qu'elle m'a tout de suite inspirée pour une photo. C'était, voilà, j'ai fait ça. Et pareil, c'est tout dans les blancs. C'est tout des dominantes très très légères dans les blancs, quoi. Il n'y a pas de noir là-dedans. C'est très fragile, très délicat. J'aime beaucoup cette délicatesse que j'ai retrouvée dans... je lui ai mis, la fille qui a posé, je lui ai mis quelque chose en voile, justement, ça correspondait à ça, quoi. Et la carapace, elle était dans des tons très clairs, très écailles blanches, presque, un peu écrues. Quand il s'agit de décrire pour notre communication la première photographie que vous avez vue, La Veuve de Pêcheur, Gribouillis 2, j'y ai vu un éclairage au flash. Sans doute parce que tu manipules un câble de déclencheur souple. Bon, j'ai identifié ça. Et tu m'as repris en parlant non pas de lumière au flash, mais de lumière douce. Et en lisant ces deux termes et en revisitant le diaporama, effectivement, j'ai constaté ça, la douceur de la lumière. J'ai pas fait de photo flash. Oui, tu n'utilises pas le flash. C'est toujours la lumière du jour. Toujours la lumière du jour. Et je la suis, en quelque sorte, je la suis, la lumière. C'est-à-dire que quand je compose mes images, je les mets dans la lumière qui me convient. Mais souvent, la lumière du jour, elle est très... Ça dépend, parce qu'il y a des photos en Grèce, elle est brûlée de soleil, mais on va voir ça plus tard. Mais là, c'était vraiment une lumière douce, surtout dans le noir et blanc. Par exemple, on va voir aussi dans les portraits de tête, c'était cette lumière naturelle du jour à l'atelier.
Ça, c'est important de le préciser. On Ouais. verra tout à l'heure les photographies de tête, mais on pourrait s'y méprendre. Ouais. Alors, les deux lézards, les lézards. voilà. Ben voilà, les 2 lézards, c'était au Maroc, dans le désert. Et ben, je les ai vus comme ça, tels quels, en fait. Il y avait beaucoup de soleil, c'était en plein désert. D'ailleurs, j'en ai ramené un parce qu'ils étaient trop beaux, ils étaient orange, comme des céramiques. Ils étaient brillants, orange. On dirait des céramiques, leur corps, la couleur, tout, la matière. Et j'en avais ramené un dans une bouteille d'eau en plastique avec du sable. Et je l'avais Quelle caché aventure. dans l'avion. Mais je l'ai mis chez moi à Paris pendant un certain temps dans un aquarium avec du sable. Mais il se cachait sous le sable, puis il était malheureux, il était empâté, il était beaucoup moins beau. Et puis un jour, je suis partie. J'avais mis une lampe au-dessus pour qu'il ait chaud. Toujours ma sœur. Les comptes avec la sœur. Elle pensait pas mal faire, elle a éteint la lumière. Et il est mort. Voilà. Mais j'ai eu un certain temps quand même. Hein. Il s'appelait Merzouga. Parce que je l'avais trouvé à Merzouga au Maroc. Alors, je rebondis sur le nom de l'animal. Effectivement, on donne des noms aux animaux. Moi, j'ai Ouais. réalisé, s'agissant de tes séries et de tes photographies, qu'elles sont nommées, à la fois les séries et les photographies, de manière très précise et qui répondent à Au la lieu. création que tu fais. Au lieu, à ce que tu veux dire. Enfin, c'est quelque chose d'important pour toi de nommer, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est aussi pour comment dire, pour les retrouver, parce que je vais pas mettre des numéros. Après, C'est une bonne on raison. ne trouve pas avec les numéros. Question Enfin, je mets suivante. quand même des chronologies, mais pas. Voilà. Mais veuve de pêcheur, c'est plus que Ah oui, pas t'as un numéro. raison. Oui, oui. Alors, C'est veuve de mystérieux. pêcheur. Enfin, Alors, si tu veux C'est qu'on en mystérieux, parle. comme les numéros, des fois. oui, les bis, les terres, les quaternes d'un diaporama, par exemple. Voilà. Mais tu veux que je parle de veuve de pêcheur du titre? Non, on va. Non, on va avancer y parce qu'on reviendra, on a va plein un de peu choses à avancer. vous dire et Ah à oui, vous montrer. Mais voilà, je là- voulais souligner le souci que tu as, Ouais. que j'ai trouvé dans ce diaporama et en me D'accord. penchant un petit peu sur Ouais. ton travail Tout et à le l'heure. souci que tu as de nommer. D'accord, d'accord. Ça, c'est une série qui s'appelle Salle des souvenirs. Oui, Et donc, on a la panthère, on aura ensuite l'hippopotame, ensuite les hyènes. On reste voilà. dans le Il y en a règne 3, animal là. Il y en a 3. avec une petite Mais fille. j'ai fait toute cette Raconte. série, ouais, dans la salle. C'était en travaux à l'époque, en 81, dans la salle de Galerie de l'Évolution au Jardin des Plantes. Et comme c'était en travaux, tout le toit était occulté, c'était très sombre, très noir. Donc j'ai posé longtemps avec un pied, tout ça, c'était très fixe. Et d'ailleurs, l'hippopotame, on voit bien que il y a la lumière du dehors qui est très très dure, et l'hippopotame, il est très très doux avec toute la poussière là. C'était très dur à tirer cette photo là pour garder le velouté de l'hippopotame comme ça. Et l'autre, les hyènes, voilà, c'est comme un espèce de rêve comme ça de la petite fille, cauchemar, voilà. De l'utilisation du flou aussi. Ben oui, Pour la tête forcément, de la parce que petite j'ai fille. posé 1 minute ou plus, ou des temps de pause longs, quoi. Comment tu t'es retrouvé dans la galerie de l'évolution alors qu'elle était en travaux? Ça, c'était un peu par hasard, parce que je faisais des photos de petites filles à l'époque, et j'ai rencontré le père de Isolde, qui est sur les photos, qui m'a parlé de ça, et qui m'a dit, mais viens faire des photos là, tu vas adorer, et voilà, ça s'est passé comme ça. Et il avait la clé. Bah, il travaillait au muséum. J'avais pas les gardiens sur le dos. J'ai voulu retourner 10 ans après pour continuer avec la petite fille qui aurait grandi, qui serait devenue une femme. J'ai fait 2-3 photos, mais j'avais toujours le gardien sur le dos. C'était infernal, je pouvais rien faire. Donc j'ai laissé tomber. On t'a pas proposé la série Une nuit au musée? Non, j'aimerais bien. Voilà, Ouais, ça tirait bien. Hein. s'il y a quelqu'un qui entend, je veux bien. Je suis partante. Est-ce qu'on passe à la Je suis suite? partante. Ouais, alors la suite, c'est vrai qu'on a
Alors la suite, c'est un travail que j'ai peint sur des tirages noir et blanc. Et ça, c'était tout un itinéraire en Italie. Je l'ai appelé Vittoria 33 parce que j'avais fait un premier voyage avec mon amoureux qui m'avait emmené depuis Paris jusqu'à Gênes. On avait fait 3 semaines en hiver en faisant plusieurs villes comme ça. Et j'avais fait des photos noir et blanc de tout cet itinéraire-là. Et puis, il y avait le centre du Nord-Pas-de-Calais qui m'a commandé un travail sur l'Italie. 5 ans après, je crois. Et moi, je leur ai dit, mais j'aimerais bien repartir sur les traces de ce voyage, un peu comme un exorcisme, un peu refaire le parcours de toutes les villes qu'on avait fait ensemble, mais j'étais toute seule. Donc j'ai refait un peu, et c'était en train l'hiver, et j'ai refait un peu les mêmes villes comme ça, et quand j'étais en train de faire ce travail, je voyais aussi toutes les expos, les églises, tout ça, je voyais toute la couleur, toutes les peintures italiennes, je me disais, mais ça peut pas rester en noir et blanc, ça va pas du tout, ça. Et quand je suis rentrée à Paris, que j'ai fait tous les tirages noir et blanc, c'est là que la série, elle s'est construite, en fait, en voyant tout ce que j'avais fait. Mais c'est en même temps, au fur et à mesure, quand je les faisais en Italie, je me disais, je vais faire ci, je vais faire ça. Et j'ai peint sur plusieurs images, comme ça, des éléments. Et puis, j'ai même collé des choses, j'ai mis des traces de peinture, j'ai mis des traces d'encre, j'ai même, voilà, celle-là, j'ai jeté une tache d'encre rouge. C'était dans le train, c'était la fenêtre en passant une forêt du train, comme ça, que je trouvais très beau. On voit la vitre du train. Et j'ai lancé une tache d'encre rouge, comme ça m'a... C'est des choses que je sens, je sais pas comment, je peux pas les expliquer, c'est des choses qui sont venues toutes seules, avec les images, voilà. Et j'ai construit un jeu de loi, donc avec ce travail, avec les anciennes plus celle-là, donc les 63 cases du jeu de loi. Et je les ai exposées comme ça, dans des petits formats, dans des petites boîtes. Et j'avais un texte de Jean-Noël Schifano qui a écrit là-dessus. Et on doit vraiment jouer. C'est-à-dire que les gens, ils n'osaient pas vraiment jouer, mais moi, j'aurais bien aimé de passer... Vous voyez, une case, ça renvoie à la case prison, l'autre, ça renvoie à telle case. Ça renvoie aux mêmes endroits, quoi, comme dans les jeux de loi, en fait. Et il y a plein de références comme ça des villes qui se retrouvent. Il y en a 64. Donc il y a la prison, il y a tout, comme le jeu de loi. Et il a fait un très beau texte de présentation d'ailleurs. D'ailleurs, cette série, elle est très très cachée. On la voit pas du tout. Elle a pas du tout circulé. Il y avait le projet de faire un livre qui a jamais été fait et que j'aimerais bien la montrer. Voilà, ça c'était... J'ai peint, j'ai mis des traces de gouache comme ça sur la table. C'était la peinture, quoi. J'avais toutes les peintures italiennes dans la tête. Voilà. Tu parlais Et Capri. de choses que tu sens. Effectivement, Capri, c'est fini. Voilà. On a le sentiment d'une forme d'instinct qui n'est pas préconstruit, c'est-à-dire que ce jeu de loi, tu l'imagines après avoir fait les photographies, ça se fait en se faisant, c'est pas quelque chose que tu réfléchis et que tu construis avant et que tu exécutes. Ça. On a l'impression que tu avances en marchant. Ouais, c'est juste, c'est ça. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Hein. C'est mon inconscient qui avance. C'est la créativité en marche, Gladys. Voilà. Et alors, là, c'est la dernière du jeu de loi. C'est un autoportrait en négatif. Et là, vous savez, c'est les trucs qui bougent, là. Comment ça s'appelle? Je sais pas. Les hologrammes? Non, c'était des trucs qu'on avait avant. Il y avait l'œil ouvert, l'œil fermé, tu sais, les 3D, enfin, les 3D de l'époque, là, des petits jeux pour les enfants. Hein? Les images réticulées? Non, c'est des trucs en plastique, là. Il y en avait, tu sais, il y avait un côté qui s'ouvre et l'autre pas, et c'est collé derrière un plastique. Je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas le nom. Ouais, un peu genre en relief, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Alors moi, ça m'évoque surtout les yeux des poupées.
qui se ferment quand on les couche et qui s'ouvrent quand on les met debout. Ça me Ouais. renvoie aux têtes de poupées qui manquaient à la Ah série ouais. précédente. Ouais, toi tu peux penser ça, moi j'ai pas pensé ça, mais bon, c'est pas grave. Hein. Chacun projette ce qu'il veut, c'est bien. Mais c'est aussi le propre de tes photos, de Ouais. faire appel à la fois aux mots, à l'imaginaire. On a Ouais. envie Ouais. voilà, ça a fait appel à notre imaginaire et on a envie de mettre des mots C'est vrai. dessus. Ouais, moi c'était un clin d'œil de fin, cette image. Pour Un clin d'œil finir. de fin. Ouais, c'était un clin d'œil de fin. Allez, ben on passe à la suite alors, puisque c'est fini. Alors Après. la suite, c'est la série Casa Ortiz. Alors justement, tu disais les formats différents et tout ça. Ça, c'est une maison classée au Texas, au Texas, dans une petite ville qui s'appelle Laredo, où tout le monde parle espagnol parce que c'est à la frontière du Mexique. Et j'ai été invitée là, je connaissais les gens qui étaient là, qui m'ont dit mais viens avec ton appareil photo, tu vas être vraiment ravi quoi. Donc je suis allée avec mon Polaroid moyen format. Et donc tout ça, c'était fait au Polaroid, où on récupère le négatif en moyen format. Et j'ai fait poser toutes ces femmes dans les chambres, Vous voyez, c'est toutes des portes en abîme comme ça. D'une chambre, ça donne dans une autre chambre. C'était assez extraordinaire comme maison. Elle était de 1836 ou 56, je sais plus. Et elle appartenait au Mexique avant d'appartenir aux États-Unis. Et elle est construite en U. Et il y a juste au bout du jardin, donc la maison en U comme ça, et au bout du jardin, le Rio Grande qui fait la frontière avec le Mexique. Donc il y a souvent des Mexicains qui traversent pour venir aux États-Unis. Et un jour, dans le jardin, il y avait un frigo. Et je vois une trace de sang d'une main comme ça. Et mon amie américaine m'a dit, mais tu vois, ça c'est les Mexicains qui traversent et qui devaient être blessés et qui sont passés par le jardin comme ça. Et c'est leur marque. C'est terrible, quoi. C'est terrible. Et même, ils arrivent aux États-Unis et ils sont refoulés de l'autre côté. C'est affreux, quoi. Ben, c'est le truc de Trump, hein. Oui, on parlait de C'était pas à l'époque, mais c'était en 93, ça. Mais déjà, c'était terrible, quoi. On parlait d'onirisme tout à l'heure, je crois, mais dans l'onirisme, il y a les rêves et puis il y a les cauchemars aussi. Et parfois, dans tes photographies, on est aussi dans le cauchemar, en tout cas à la lisière. Mais moi, alors on m'a dit ça, Mathieu m'a dit ça pour autre chose plus tard. Mais alors moi, ça, je comprends pas. Parce que pour moi, c'est pas du tout un cauchemar. Tu vois du cauchemar, là? Non, l'histoire des Mexicains. Mais on la voit pas là-dedans, l'histoire des Mexicains. Et puis, Mexicains. si on regarde la photographie de gauche, je la trouve inquiétante, ouais. Inquiétante? Oui, on croit, oui, un peu. Inquiétante. Ouais, Une représentation de l'enfance et des petites filles. Ouais, Mathieu m'a dit ça, là, récemment. Mais quand je t'avais répondu, quand j'ai fait les petites filles au début, il y a des gens qui m'ont dit mais c'est dur. Mais j'ai dit mais non, pourquoi c'est dur? C'est pas dur pour moi. Moi, je trouve pas ça dur. J'ai pas envie de faire des choses mièvres. Donc je sais pas, je vois pas ça dur. Je vois pas ça dur. Non, non. Moi, non, je vais juste revenir sur les 3 séries qu'on a vues précédemment. Chez Gladys. Et là, on est sur des photos qui sont prises finalement avant que tu découvres le Japon, avant que tu voyages. Alors, c'est un moment où tu as déjà voyagé aux États-Unis. Et ces séries, c'est un moment où à la fois tu alternes dans tes images entre des choses qui se rattachent à la série d'albums qu'on a vu au début, des images liées à l'enfance, et des séries très narratives comme ces 3 séries qui sont des moments assez finalement indépendants du reste de ta photographie et que tu vas conserver cette façon aussi de continuer à travailler régulièrement sur des ensembles très contraints, qui ne bougent pas, que 20 ans, 30 ans ou 40 ans plus tard, tu continues à les présenter ensemble. Pour toi, ce sont des travaux qui sont clos ou que tu continues à montrer comme des ensembles très arrêtés. Attends, redis-moi la question précise. La question précise, c'est comment est-ce que
tu passes d'images très individuelles comme ce que tu fais dans Album pour passer sur des projets vraiment plus définis, qui ont un début et une fin. Ah, voilà. Alors ça, c'est le lieu qui fait ça. Par exemple, là, c'est la maison. Tu vois, c'est un lieu défini dans l'espace, très concentré. Donc, c'est Casa Ortiz, c'est cette maison qui était propice à ça, où j'ai fait que cette série là-dedans, parce que c'était cette maison. Après, la salle des souvenirs au muséum, c'est pareil, tu vois, c'est le lieu qui me donne cette narration. Après, c'est vrai que dans mon travail, il y a des séries comme ça, c'est les lieux qui déterminent la série. Et les choses comme Album et tout ça, c'est un peu comme des mosaïques d'images que j'ai en moi, que je réunis après coup, parce que il y a une unité qui se met en place après coup. Alors que celle-là, je suis concentrée dans un lieu unique, bien défini, qui fait que la série, elle est toute resserrée. J'ai répondu à ce que tu voulais me demander, non? C'est ça? Hein? Ouais. On change de lieu. On change de lieu, un lieu un peu plus vaste, on aborde la Méditerranée. Ah oui, alors ça c'est important parce que c'est mon enfance, toujours pareil, toujours l'enfance. Alors, les escaliers de la plage, c'est une histoire de... J'ai retrouvé des photos de mon père que je connaissais pas du tout. Il était ni photographe, ni connu, ni... Voilà. Je connaissais juste... Ça, c'est une photo à moi, hein. C'est pas celle de mon père, mais bon, ça fait rien. Tu veux qu'on passe à la suivante? Parce que celle-ci, je pense que c'est une photo de ton père. Non, mais fais la dune. Non, l'autre, la dune, là. Pardon. Voilà. Donc celle-là, par exemple, c'était un Kodachrome que j'ai retrouvé, que j'avais jamais vu. Donc en fait, j'ai passé beaucoup de temps à plonger dans ces images que j'ai trouvées magnifiques. Et il y avait des noirs et blancs, il y avait des couleurs très peu, mais il y avait aussi des noirs et blancs. Et donc j'ai repris tout ça et je me suis rendu compte que on avait le même regard, comme s'il m'avait passé son regard, comme si c'était presque génétique, je sais pas, sans le savoir. J'avais le même regard que lui. Donc j'ai confronté ces images avec les miennes et j'ai fait une expo en 2014 qui s'appelle Les escaliers de la plage où j'ai mis tout ça en regard. Et parfois, on ne sait pas de qui sont les images. On peut dater quand même que ça, c'est les années 50, 60, 50 plutôt. Et puis les miennes, bon, je sais pas, vous verrez ce que... J'ai fait une photo de ma mère justement avant en noir et blanc. Celle qui précédait, c'est toi qui l'as faite. La photo de gauche. À droite, c'est moi. À droite, c'est toi. Et à gauche, c'est mon père. Alors ça, c'était voulu parce que j'ai voulu retrouver ma mère après le temps qui a passé. Comme ça, elle commençait déjà à perdre la mémoire, là. C'était très dur. Et elle avait cette tête d'oreiller déchirée comme ça. J'ai dit, attends, c'est bien ça. Et je vais faire une photo de toi derrière ça. Tu vois, c'est tout... comme la nappe qu'elle tient quand elle est jeune, et puis cette espèce de tissu usé comme elle, quoi, en fait. C'est très dur, cette image-là, je trouve. Mais je sais pas vous comment vous la percevez, mais celle-là, moi, je trouve qu'elle est dure. Par contre, celle-là. C'est la confrontation des deux qui l'a rendue. Hein. Mais c'est aussi parce que elle est usée, elle est déchirée, elle est vieille, tout ça, quoi. Non? Je pense. L'exposition a donné lieu à une édition ou pas? Les escaliers de la plage, ça n'a pas donné lieu à une édition. Non, j'ai préparé une maquette de livre, mais je l'ai pas fait non plus. J'ai beaucoup de livres en instance comme ça qui sont... C'est des histoires, c'est des narrations. J'adore faire des mises en page de livres. J'adore mettre les photos en vis-à-vis et monter des histoires comme ça pour des livres, mais malheureusement, j'ai pas. Je cherche des éditeurs. S'ils sont là. Pas de photo poche.
c'est ça. J'ai cherché, mais pas de photo poche Non, Gladys. j'ai pas fait. Ça Non, j'ai fait très peu un de manque. livres. C'est dommage. C'est un manque dans la collection. J'en ai plein en instance, mais j'ai fait très peu de livres. Alors, il y en a un qui a existé qui date de 1993, dont j'ai pas parlé. Il y a un exemplaire qui est à ma droite, album, des photographies, notamment les premières qu'on a vues. C'est mon premier livre avec Rafis, ouais. Allez, on avance. Attends, on n'a pas fait. Ah oui, bon. Donc, on a fait la dune. Donc, c'est la Méditerranée, tout ça. Vas-y, continue. Alors, ça, c'était en Grèce. C'est des photos que j'ai faites en Grèce. Et je trouve que ça va très, très bien avec celle de mon père parce que c'est le soleil de la Méditerranée. En fait, j'ai retrouvé en Grèce tout ce qui me manquait de ce côté méditerranéen de mon enfance. Et vas-y, parce que c'est un triptyque. Voilà. On est à nouveau dans l'utilisation du Polaroid. Voilà. Ah non, non, non. Non, c'est autre chose. Ça, c'était un appareil Olga en plastique qui laissait rentrer la lumière. Je savais, j'ai fait volontairement ça pour montrer que c'était brûlé de chaleur, de soleil. Tu vois, les verres, on a envie de boire et puis reviens voir en arrière. Tu vois, La photographie s'appelle La soif. Voilà. Tu vois, on sent la chaleur. Même le chien il en peut plus, il a envie de boire. Et ça, c'était mes jambes devant. J'étais allongée. Alors, il y en a une qui ne fait pas partie du diaporama, qui ne fait pas partie de cette série, mais c'est Femmes comme une île. Ah, mais attends, tu passes trop vite, là. Il y a l'autre, là. On n'a pas vu. Ah, mais j'ai pas passé, je suis revenu en arrière. Attends, on y retourne. Hein. Mais Femmes comme une île, c'est aussi l'utilisation du corps comme un paysage. Et ces deux jambes me font penser à ça. Vous irez voir Femme comme une île sur le site de Gladys. Ça fait partie de la même série, tu vois. C'est toujours avec le Olga. C'est des petites grenouilles mortes écrasées par les voitures sur la route. Et je marchais, je les ai vues comme ça, tout aplaties, et je les ai ramassées et je les ai pendues sur la corde à linge. Mais je trouvais que c'était beau. Vous trouvez ça dur ? Qu'est-ce qu'il y a après ? Je continue. Il y a Trou bleu. Le trou bleu ? Trou bleu, voilà. Ça, je l'appelle trou bleu. Parce que l'eau est troublée. Comme tu veux. C'est ça ? C'est tout bleu, puis c'est aussi un trou dans l'eau. Je sais pas, tu peux t'en aller là-dedans au fond de l'eau. Tu peux passer de l'autre côté. Tu peux arriver sous la mer. C'est bien que tu en parles parce que moi j'ai avancé ce pion-là sur la deuxième photographie, la disparition, le passage de l'autre côté, alors du miroir, de l'autre côté de ce qu'on veut est très présent dans tes images. Et donc là, on voit ce jeune garçon qui scrute le fond d'une eau troublée. On retrouve aussi dans cette série, ce qui est important plus tard aussi, la couleur, la présence de la couleur, la lumière et la couleur de la Méditerranée. Ouais. La série suivante, tu veux lire le texte avant qu'on passe aux photos ? Non. Alors allons-y. Alors là, toute cette partie, c'est un travail sur le corps. Et en fait, c'est Henri Michaud qui m'a inspiré cette série parce que, avec son livre Ailleurs, où il décrit des populations, des tribus comme ça, il y a Voyage en Grande Caravane, il y a plein de... Alors, je vais vous lire le texte, mais peut-être on peut voir un peu la série puis revenir sur la série après. Moi, je les appelais Portrait de voyage. Oui, c'est ça. Le texte d'Henri Michaud s'appelle Ailleurs et ta série s'appelle Portrait de voyage. Voilà. Donc je vous laisse les regarder d'abord et puis après je vous lis le texte. En fait, il y a 2 parties de texte que j'ai trouvées très belles. Après, on peut rester sur les images aussi. Attends, reviens, parce que ça c'était un peu le démarrage de la série, c'était autre chose. Ouais, on peut rester là. Alors, je vous lis le texte. Les orbuses, grosses, au visage laiteux, la lèvre inférieure forte, mais admirablement roulée, au corps onctueux, vaste en plaisir, dont on ne peut plus se détacher.
les pieds petits, chargés d'émotions voluptueuses, qu'elles sortent à toute occasion. Et Dieu sait si elles en trouvent. En visite, se les faisant laver par une servante, tout en parlant, avec du lait qu'on fait apporter aussitôt, ou sur une place publique, à une promenade, et ceci à la vue des curieux, avec quelques façons toutefois qui montrent la volupté qu'elles y attachent, ou se les faisant laver dans le privé par leurs amants, avec baisers et mignardises. Alors, si tu veux en passer d'autres, j'ai un autre petit texte qui est très différent. Enfin, d'autres de portraits de voyage. Alors, il y avait celle-ci, mais ça, c'est Isabelle Mège, hein, ça. Avant, ouais, avant. Donc, je remonte. Avant. Ouais, elles font un peu guerrière, ces deux, c'est bien. On a une chevalière parmi nous. Les émanglons de la presqu'île d'Avorde ont bien des ennuis à cause de leur maison. Ils ne le montrent pas car ils sont très fiers, mais ils vivent dans l'inquiétude que leur maison ne leur tombe dessus. Ils passent continuellement la main dans leur chevelure comme si elle était déjà pleine de gravats et des débris vermoulus du toit. C'est un ver qui ronge le bois de leur maison et qui vient, porté par le brouillard. Dès que la brèche est faite, et c'est pour ça aussi qu'ils ont si peur des fenêtres, une maison entière est consommée en quelques jours. Une nuit de brouillard suffit à l'invasion. Voilà. Mais je vous conseille ce livre, c'est très très beau. Oui, il y a un autre Henri texte. Michaud en général. Un autre texte où tu m'as parlé de la lumière et de ce qu'il écrit sur la lumière dans la forêt, oui. qui pourrais sont pas des tout miettes mettre de parce que lumière. sinon je vais mettre Une très belle tout Henri expression Michaud. du soleil en miettes. Donc là, on passe au corps, en fait. Et Peut-être quelques mots sur celle-ci. Il s'agit d'Isabelle Mège, ouais, c'est ça? c'est ça. C'est Mathieu qui a attiré mon attention sur Isabelle Mège et la démarche qu'elle a eue. Ça, je pense que Gladys peut en parler parce que Elle contactait beaucoup de photographes pour se proposer comme modèle en échange de lui donner des tirages. Et elle s'est fait une collection magnifique avec... elle a bien choisi les photographes, c'était pas n'importe qui. Et aujourd'hui, on croise des portraits d'Isabelle Mèche dans les fonds d'un grand nombre de photographes. Et en fait, alors t'as fait ce portrait, mais t'as aussi fait un portrait à nu sur un canapé. Ah oui, le canapé. Et moi, ce canapé qui doit être chez Isabelle Mège, je l'ai vu chez d'autres, et c'est toujours assez étonnant. Ils sont 80, c'est ça, 80 photographes à avoir répondu à sa sollicitation. Certains ont refusé. Ah oui, Cartier-Bresson. On n'a pas Cartier-Bresson. Isabelle Mège n'a pas de photographie d'elle par Cartier-Bresson, par exemple. Et alors moi, je vais revenir quand même à tes portraits, enfin à tes photos de corps et à tes portraits, Gladys. J'ai quand même l'impression que soit on a le portrait, soit on a le corps, mais on a rarement des nus dont on voit le visage dans tes photographies. Si, quand même, regarde, ça va suivre là. Oui, puis moi, je dirais 2 mots plus tard là-dessus. Et avec le Japon. Avec le Japon, mais on voit rarement le visage, tu verras. Mais non, regarde. Mathieu. Tu vas voir. Ça dépend. Ça dépend. Rarement. Alors, et tête aussi, on voit le visage et les épaules. Oui. On voit. Si on a le temps, je dirais 2 mots sur les têtes antiques ensuite. On voit des têtes de dos. Est-ce qu'on peut continue avancer, oui. Oui, on peut avancer. Il n'y a pas de tête. Mais parce que c'est le corps. Le corps sans tête. Voilà, tu vois, c'est là. Alors ça, c'est une série que j'avais faite justement juste avant d'aller au Japon. Et c'est l'écriture sur le corps. J'avais commencé, j'ai appelé nu lettre d'amour. Donc j'écrivais comme ça, mais au crayon à maquillage, sur la peau de mes modèles, des lettres d'amour, quoi, que j'inventais, quoi, en fait. Il y en a qu'une là. Si donc, fort, vivre, j'aime. C'était je t'aime, mais bon. Et donc, ça fait une différence. Et donc, en fait,
quand j'ai eu la Villa Médicis au Japon, j'avais proposé de travailler sur le corps et l'écriture, la calligraphie japonaise. Donc, j'ai fait ça au départ. J'ai trouvé une calligraphe, c'est elle qui a écrit des haïkus sur le corps, par exemple, de cette fille-là, à langue de Chine. Après, ça restait pas. Mais c'est moi qui lui ai demandé de l'écrire sur le cou, comme ça, pour faire la photo. La Villa Médicis sur les murs, c'est 1987, Ouais, c'est ça? c'est ça, Et ouais. tu commences une série de plusieurs voyages au Japon. Ouais, c'était des durées de 3 mois que j'ai prolongées par période de 3 mois. J'ai fait des expositions, j'ai fait beaucoup de choses au Japon. Donc Et ça, tu as c'est à fait une Tokyo. série qui s'appelle Mamonaku, Alors oui, dont je l'ai cette appelée- photo fait partie, et j'aimerais bien que tu nous parles de Mamonaku. Alors, j'ai donné comme titre Mamonaku parce que quand je prenais le métro à Tokyo, sur le quai, on entendait tout le temps Mamonaku, hein, le train va arriver. Ça voulait dire, dans un tout petit instant, dans un très court laps de temps, Mamonaku, ça voulait dire ça. Et je me suis dit, c'est un bon titre, ça. Puis en français, c'est bien, on prononce bien, on peut le prononcer facilement, c'est très bien. Et donc, j'ai gardé ça comme titre parce que je me suis dit, en un court laps de temps, très vite, comme ça, c'est le temps de faire la photo, quoi, le clic de la photo. Donc, j'ai donné ce titre. C'est une notion très photographique, Mamonaku, parce que Ouais. en fait, on ne photographie jamais ce qu'on voit, on photographie toujours l'instant d'après. Ce qu'on voit est déjà passé quand on appuie sur le déclencheur. Ouais. Et une illustration que j'ai trouvée ce matin, Nathalie Baucher-Lenoir, la présidente de l'association, pardon, est l'invitée de la carte blanche de Nine Lives Magazine cette semaine. Et donc elle consacre cette carte blanche à notre association. Je vous recommande d'aller sur Nine Lives Magazine pour voir cette petite série qui dure toute la semaine. Et Nathalie cite dans Le Portrait chinois, qui est fait d'elle en préambule, chinois alors qu'elle est nantaise, elle cite John Stuart Mill qui a écrit « La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard ». Et ben, Mamonaku, voilà. Je n'ai qu'un mot, c'est celui-ci. On a d'autres photos? Non, on a Mio derrière. Ouais. Alors, donc je suis allée plusieurs fois. Mio, c'était mon modèle préféré. On est devenus amis. Et elle m'a emmenée au nord de Tokyo, dans les onsen, parce que j'étais très intéressée de faire des images dans les onsen. C'est les sources thermales japonaises dans la nature, dehors. Et donc là, cette photo, elle a posé pour moi. C'était au mois de novembre. Moi, j'étais en manteau et elle avait rien du tout. Elle était plus solide que moi, elle était toute menue, elle était plus solide que moi. On la revoit plus loin, Mio, mais là c'est encore la série Mamonaku, Ouais. le livre. Ouais, ça c'est dans la mer. C'est une mise en scène que j'ai faite avec un magazine japonais avec des grains de blé, mais ça peut évoquer le riz, les poissons, tout ça. En fait, cette image-là, je trouve qu'elle est très représentative du Japon, parce qu'il y a tout dedans. Il y a l'île, il y a l'eau, il y a la nourriture, il y a la multitude, il y a plein de choses comme ça qui apparaissent là-dedans, qui, pour moi, sont très symboliques du Japon, je trouve, je sais pas. Non ? Il y a beaucoup d'eau au Japon. Les Japonais, ils sont très... Il pleut beaucoup aussi, puis ils sont très... ils aiment l'humidité. Ça fait partie de... Leur frontière ça fait partie de est un littoral. Donc ça, c'est toujours Mio de dos. Moi, j'ai fait beaucoup de photos avec elle. C'est aussi tout un travail énorme. C'est aussi Mio, dans une maison traditionnelle. Ouais. Ça, c'est dans un onsen, à l'intérieur. Il y avait une petite piscine comme ça. Ça, c'est aussi Mio. À un moment, elle avait les cheveux longs, après, elle les a coupés. Donc là, c'était avant. Là, c'était au tout début, quand je l'ai rencontrée, avec les danseurs de Butoh, parce elle étudiait la danse avec les danseurs de Butoh. C'est Mio Espiègle. Moi, j'adore son portrait, là, ce portrait d'elle.
Sauf qu'il y a quelque chose qui se dégage d'enfantin aussi, d'espiègle, ouais, c'est ça. Ouais, Non, mais le terme espiègle, je c'est trouve un qu'elle terme fait- enfantin. Elle fait tout à fait ça. Oui, alors là, il n'y a pas. Tu vois, c'est un nu avec le visage. C'est un nu avec le visage, oui. Pas tant que ça. Pas tant que ça nu. Oui. Non, pas tant que ça avec le visage. Quoi? Non, bon. Ah, tu veux dire dans l'ensemble? Oui. De mon travail? Oui. Je sais pas, j'ai pas fait de statistiques. Mais on va faire des statistiques bientôt. D'accord. Alors après, Bon, vous voulez revoir des visages? On va faire. Allez. Voilà. Non, bon, non, c'est raté. On va Il y passer a au- d'abord celle-ci. Avant le visage, il y a le buste. pour donner raison à qu'on se le Mathieu. dise. Alors ça, c'est formidable parce que c'est un accident du Polaroid que j'ai. C'était vraiment formidable parce que c'est le Polaroid qui a découpé comme ça, comme un buste de statue. Et ouais, c'était bienvenu, quoi. Très bienvenu. Donc un buste à qui il manque la tête encore. Je crois Ouais, que mais Mathieu ça, n'a c'est pas faux, Polaroid. hein, dans son... C'est pas moi. C'est pas moi. Allez, Ça enchaîne sur les statues. Ah non, ça enchaîne, oui, sur les statues et le portrait. Alors, attends, remets la tête grecque. Voilà. Ça, c'est une tête que j'ai vue au musée d'Athènes, que j'ai adorée. Après, moi, j'ai colorié le noir et blanc parce qu'à l'époque, j'avais fait une photo en noir et blanc. Je l'ai coloriée à peu près comme ça, comme dans mon souvenir. Et elle m'avait frappée parce c'était comme si elle pleurait, quoi. C'était comme les traces de ses larmes qui restaient sur son visage. Ça m'avait marqué. Et donc, j'ai fait un livre, justement, avec Filigrane qui s'appelle Tête, où j'ai photographié des gens en les faisant poser comme des statues. C'est ce qui va venir, là. J'ai fait toute une série. Et donc, c'était dans mon atelier aussi, en lumière du jour. alors ça fait penser à une photographie de la lauréate du prix Niepce 2024, qui a Anne-Lise Broyer, qui a un portrait d'elle avec des larmes qui coulent, des larmes blanches qui coulent. Moi, cette photographie-là m'évoque cette Ouais, photographie c'est vrai. d'Anne-Lise Broyer. Mais elle a fait après moi. 1989, prix Niepce genre d'image. On disait pas prix Niepce genre d'image à l'époque, on disait prix Niepce. Ouais. Donc ça, Cette c'est la archéologie série. du présent. Voilà. Alors, j'ai travaillé longtemps, mais un peu épisodiquement, parce que je cherchais des modèles qui, dans mon esprit, dans ma mémoire, pouvaient me faire penser à cette période de la Grèce antique. Et j'ai fait poser des gens, mais pas tout le monde correspondait, pas tout le monde était... ça marchait pas avec tout le monde aussi de rester comme ça, très fixe, très... Il y avait des gens qui étaient très, comment dire, qui bougeaient beaucoup, qui étaient pas... Ça dépend des personnalités. Et j'ai fait aussi quelques images du Fayoum. J'ai une très belle photo du Fayoum, mais après, je suis passée à d'autres choses et j'ai pas continué de travailler sur ces séries. J'en ai beaucoup d'autres, mais après, j'ai fait le livre, puis après le livre, je me suis dit, bon, je passe à autre chose, mais j'en ai beaucoup d'autres. Ça, c'est la couverture du livre. Et celle-là, je l'aime beaucoup. J'ai choisi en couverture parce que elle me fait penser à l'Aurige de Delphes. Elle est très androgyne. C'est une femme, mais elle est très androgyne. On dirait, pour moi, l'Aurige de Delphes, j'ai adoré l'Aurige de Delphes. Il est magnifique. Il est très, très beau. Tu sais, c'était le conducteur de char qui est à Delphes au musée. Il y a une fixité, en tout cas, dans ces portraits qui, effectivement, évoquent la statuaire. Il y a aussi quelques mots de Mathieu qui parle dans le livre de cette série, qui écrit « La matière photographique gommant les aspérités de leur visage et les transformant en statues de pierre ». Moi, ça m'a évoqué le grain. Le grain, on parle de grain pour la pierre, du grain de la pierre, et ça m'a évoqué le grain argentique. Alors, je suis pas sûr que ça, ce soit du travail à l'argentique, mais voilà. Je te dis, c'est du Polaroid moyen format avec un négatif récupéré. J'ai travaillé pendant des années avec le Polaroid. En tout cas... Et ça se voit pas parce que là, il est recadré, mais c'est du moyen format avec un dos Polaroid, c'est de l'argentique. Et une confrontation entre le grain de l'argentique et le grain de la pierre, pour moi. Et pour la petite histoire,
j'ai photographié Philippe Solers comme ça parce que au Monde, il m'avait demandé un portrait de Philippe Solers. Et parce que je l'avais déjà photographié, donc il me connaissait tout, il était un peu à l'aise avec moi. Et quand il est arrivé dans mon atelier, je lui ai dit, mais je lui ai montré ses portraits. J'ai dit, moi j'aimerais bien, parce qu'il faisait très empereur romain, un peu Philippe Solers avec sa coupe de cheveux, tout ça. Et je lui ai dit, mais j'aimerais bien faire dans cet esprit-là et tout. Il a dit, ouais, ok. Et puis, en fait, et je lui ai demandé d'enlever sa chemise. Alors, il était très surpris parce que je voulais rien là, je voulais la peau, je voulais pas avoir une référence d'habit d'aujourd'hui, quoi. Mais tout d'un coup, il a trouvé ça très bizarre. Mais il l'a fait, mais tout d'un coup, il n'avait pas compris, quoi, que je lui demande d'enlever sa chemise, c'était drôle. Et alors hier, je le place quand même parce que j'ai pas placé Michel Tournier pour l'instant. Et vous savez que c'est quelqu'un que j'aime citer. Et hier, je t'ai parlé de ce que m'évoquait cette série. Il a écrit un texte qui s'appelle Le portrait nu, où il évoque une aventure qui lui est arrivée en prenant une jeune femme en photographie dont il souhaitait faire le portrait, et elle avait compris qu'il souhaitait la photographier nue, et donc s'est présenté à lui nu. Il s'est accroché à son idée de portrait, et en regardant les tirages, il évoque la lumière particulière qui baigne, qui nimbe le visage de quelqu'un qu'on photographie, qu'on portraiture, alors que son corps est nu. Et donc c'est une relation entre le corps et le visage qu'on retrouve dans cette série et qu'évoquait Mathieu tout à l'heure, et que je vous conseille d'aller relire. Le portrait nu par Michel Tournier, c'est un très très beau texte sur la relation entre le corps et le visage et ce qu'on peut en tirer photographiquement. Voilà, alors ça c'est justement, j'étais dans ma période portrait. C'est les années 90, et je me suis demandé qu'est-ce que c'était, parce que avant, bon là on va pas les voir, mais j'avais une commande de la Maison de la Culture de Bourges où j'ai fait des portraits qui s'appellent Jean de Bourges, toujours avec le même format, en noir et blanc, Polaroid, et j'ai fait poser des centaines de personnes comme ça, et des familles, et des gens tout seuls, etc. Il y en a donc à la MPP, si vous voulez les voir, vous demandez à Mathieu, elles sont là-bas. Et en fait, donc j'ai fait beaucoup de portraits. Donc il y avait les gens de Bourges, il y avait Tête, et je me suis interrogée en me disant, mais qu'est-ce que c'est un visage, qu'est-ce que c'est un portrait? Et là j'ai été dans l'extrême du portrait, c'est-à-dire juste la tête. Et justement, tu disais le corps et la tête séparément. Et là, j'ai entouré mes modèles d'un tissu noir, et puis je les ai fait poser à l'envers parce que je pensais, tu sais, c'est comme dans ce qu'il y a écrit sur mon livre là à la fin, quand j'étais chez ma grand-mère, que je regardais le plafond. J'ai prévu de le lire plus tard. Tu vois, il y a une petite phrase au quatrième de couverture. Tu peux le lire. Faut que je le retrouve dans tout ça. J'aurais plus vite fait d'attraper le livre. Vous verrez sur le livre, vous verrez sur le livre. Quand j'étais petite, couchée par terre, chez ma grand-mère, je regardais le monde à l'envers, je m'imaginais à l'égal des fourmis et autres insectes marchant au plafond, parcourant une nouvelle architecture inversée. Donc c'est un peu pareil, c'est quand on penche la tête et qu'on voit les gens à l'envers. Donc j'ai fait ça. Et tout d'un coup, je me suis aperçue que, en fait, c'est un paysage, c'est autre chose, quoi. Et là, j'ai fait une expo où c'était des très grands formats, et j'ai suspendu les tirages de très grands formats. Il y en a 5 et 5 dans cette série, ça s'appelle L'envers du visage. Et je crois que c'est un visage couché après. Alors voilà, c'est autre chose, mais il y a un envers du visage là. Ça, c'est l'envers du visage, c'est tout des crânes. Et j'ai été très minimaliste. C'est la série la plus minimaliste, la plus dépouillée dans mon travail, où j'ai voulu garder que le strict
strict minimum qu'il n'y en ait pas une qui ressemble à une autre. Donc il y en a 5 dans chaque groupe. Voilà. Et ça me fait penser à des planètes, ça me fait penser à une pomme de terre, ça me fait penser à un végétal. Vous voyez les veines, une boule d'ébène, l'autre c'était les veines et tout ça. Et puis après c'était visage couché, il y en a une là, il y en a 2, elle. Très près, je rentre dans le visage, très près de l'image, je suis très très près comme ça. Voilà, dans l'intimité d'un visage. Bon, donc Et que ce soit visage à l'envers ou visage couché, il y a aussi le fait que la gravité modifie nos traits et puis que leur visage se présente à l'envers. Et puis après... On passe à la suivante. Ouais. Et alors là, tu es de retour au Japon et en fait, c'est un petit moment. C'est ces portraits de dormeurs et c'est quelque chose qui va nous permettre aussi de rentrer dans ce qu'on va voir ensuite, qui sont des sortes de fragments et de petits portraits de dormeurs, de petits moments saisis au Japon. Ouais, alors, quand j'étais au Japon, dans le métro, tout le monde dormait sur l'épaule de son voisin, parce qu'ils font des très grands trajets en métro, ils sont fatigués, et je crois qu'aujourd'hui encore c'est comme ça. Et donc j'ai pris un petit Polaroid, j'étais assise en face, parce que les bancs ils sont en face, comme ça. J'ai fait des centaines de photos quand ils dormaient. Ils se réveillaient même pas, parce que j'étais très discrète et j'ai horreur de faire des choses comme ça, comme du reportage. C'est pas du tout mon truc. D'habitude, je demande aux gens quand je les photographie. Mais là, non. Et là, j'étais un peu tremblante des fois parce que je me disais si s'aperçoivent et tout ça. Donc j'en ai fait des centaines et ça fait comme un petit train de Polaroid comme ça de tous les gens qui dorment. Et là, j'ai repris ce travail-là que j'avais exposé à Nice je sais plus quand c'était. En exposition, je sais pas. Bon, bref, il y a pas longtemps, il y a quelques années, où j'ai repris et j'ai cadré dans l'image des éléments comme ça. Et l'accrochage, j'ai fait. Donc j'ai mis. Voilà. Ça, c'est l'exposition. Voilà. C'est ça. Donc, ouais, là, j'ai cadré dans les images. J'ai repris les images, j'ai cadré dedans. Mais j'ai tout montré. J'ai montré les petits trains de Polaroid en continu, comme ça. Et puis j'ai montré certaines images comme ça et j'ai fait une espèce de mosaïque, voilà, comme ça, dans la présentation. Et souvent j'aime bien travailler à l'accrochage, à trouver d'autres manières de montrer les choses dans une exposition. Quand j'avais fait Escaliers de la Place, j'avais fait tout un environnement. J'avais récupéré des vieilles fenêtres dans la rue et j'avais scotché des images de mon père derrière ou des miennes dans les coins de chaque pièce. J'avais mis du sable. J'adore faire des installations aussi. C'est pas que de la photo pour moi. Voilà. Donc après, c'est le Polaroid. J'ai travaillé très très longtemps avec le Polaroid sous toutes ses formes, tous les formats. Donc ça, c'est pour vous montrer la chambre Polaroid. C'est moi là. Et la chambre, elle était énorme, 50-60, c'est-à-dire que chaque image, elle fait 50 par 60 cm. Et c'est le technicien qui la transporte dans un camion, tout ça, qui manipule tout ça. Il n'y en avait que 3 au monde à l'époque. Enfin, maintenant, je sais pas ce que c'est devenu, ça n'existe plus. Il n'y a plus de film Polaroid. Ouais. Et donc, je sais pas, c'est terrible, c'est dommage, quoi. Mais donc, il l'a loué. Il la faisait transporter partout. C'était Europe, Asie et Australie et quoi, États-Unis. Il y en avait 3. Il y en avait 3 au monde. Et j'ai eu vraiment de la chance de travailler avec. C'était un festival en Suisse, là à Fribourg. Il m'avait invité. C'était en 85 ou 83, je sais plus. Et dans un gymnase. Ouais, alors il y a un article de journal après, voilà. C'était comme ça. Et donc j'ai reconstitué des portraits grandeur nature de personnages en plusieurs morceaux réunis comme ça. Donc chaque image, c'est format 1:1, donc c'est le vrai rapport d'échelle d'un personnage. Et je les ai assemblés. Voilà. Vas-y. Donc ça compose un personnage, mais avec des éléments disparates de plusieurs personnes, c'est ça? Là, c'était la Non, même. mais là, c'est la même. Hein. Ouais, là, c'est celle-là. On la voit de plus près. Alors, il y en a. Alors, l'échange, c'était que c'est dans la collection Polaroid et que en même temps,
moi, j'étais pas payée, mais ils me donnaient d'autres images et eux, ils en gardaient une certaine partie. Et là Voilà. aussi, tu écris dessus. Donc celle-là, elle appartient à la collection Polaroid. On voit de l'écriture sur les images. C'est Eh ben toi oui, qui parce interviens que dessus. c'était dans la période où je faisais l'écriture sur le corps. Ça correspond un peu. Voilà, ça aussi. Et tout ça, c'était des modèles qui étaient à Fribourg, qui se sont prêtés au jeu. Je savais pas du tout quand je suis arrivée ce que j'allais faire. Je me suis un peu entraînée avant, en y pensant un peu avant, mais heureusement que j'ai trouvé ces modèles et ils sont tous bien prêtés au jeu. C'était formidable, quoi. Là aussi, hein, c'est tout ça, c'était là-bas. Alors là, par exemple, justement, j'ai mis la petite fille à l'horizontale dans les bras de l'homme, là. J'ai tout assemblé différemment. Et après, j'ai continué en noir et blanc à Paris avec le film Polaroid moyen format. Vous allez, voilà, c'est ça. Ah oui, tu dis, il n'y a pas de tête. Il n'y a toujours pas de tête, Gladys. Je finis par avoir raison. On a une séquence tête, ce sera la seule. Alors là, par contre, c'est pas Là, au grand c'est des format. personnages mélangés. Mais Si, là, c'est aussi au Non. grand format. Oui, c'est-à-dire que là, j'ai pas tiré. J'ai les négatifs, mais ça n'a jamais été tiré. Moi, j'aimerais bien en faire une expo et les tirer parce que ils sont là, quoi. Je veux dire, ça, c'est les tests du Polaroid 8-10, voilà. Il y en a plusieurs en noir et blanc. Voilà, ça. J'ai mélangé les personnages. Alors voilà. Alors ça, c'est la partie expérimentation on enchaîne là-dessus. Parce que j'ai toujours expérimenté l'image et la matière photographique. Et j'ai cousu, j'ai peint, mais tout ça, c'est pas connu. Tout ça, personne n'a jamais vu. Hein. C'est vraiment inconnu, quoi. Parce que les gens, ils m'ont classé comme photographe. Ils ont jamais voulu voir ça. Ils ont jamais voulu. C'est dommage, hein. Ils ont jamais voulu me mettre là-dedans. En fait, je suis une plasticienne, je suis pas une photographe, quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, maintenant, ça peut s'affirmer. Mais à l'époque, j'étais dans la catégorie étiquette photographe. C'est pour ça que j'ai jamais été dans une agence et tout, parce que moi, je sentais pas appartenir au fait d'être photographe. J'avais toujours du mal à dire je suis photographe. C'est vrai. On Alors, sent. Quoi? Il y a Gilles là-bas, qui est le directeur de la médiathèque, qui dit pourquoi on l'a prise à la. Mais j'ai fait beaucoup plus de photos que d'expérimentation. Hein? En tout cas, on sent une démarche totale, c'est-à-dire une réflexion et une pratique qui effectivement expérimente que ce soit dans le format, dans la technologie, dans l'accrochage, dans l'intervention sur le support et de manière très alors précurseur, il faudrait le conjuguer, je ne sais pas le faire, mais en tout cas très en avance sur ce qui se pratique aujourd'hui de manière plus répandue. Et puis on sent aussi une envie de développer ce travail, de le montrer. Et nous, on est resté. C'est vrai que moi j'ai découvert beaucoup de choses de toi que que j'ignorais en préparant cet atelier. Oui, c'est pour ça que je disais ça, Gilles, c'est que moi je revendique cette partie de mon travail qui est totalement restée sous l'eau, immergée là, comme on dit, comme les icebergs. Elle est en dessous, personne l'a vue. Et c'est pour ça que là, j'ai envie que les gens la voient. Mais c'est un travail sur la photo aussi, parce que c'est ajouter de la matière, tu vois. Et justement, celles qui viennent, c'est des phasmes là que j'ai travaillé au labo. J'ai fait des espèces de bandes insolées comme ça, avec un peu comme Man Ray, j'ai allumé la lumière, j'ai éteint, j'ai fait des expérimentations comme ça sur la matière du papier photo, et j'ai fait des grandes bandes comme un peu des choses japonaises, un peu graphiques comme ça. C'est des phasmes à l'origine, les photos.
les insectes. Ce sont des insectes qui sont sur l'image. Oui, c'est des phasmes. Alors ça, c'est des miniatures cousues. Donc j'ai cousu avec des fils, des petits trous, tout ça. C'est plutôt sous forme de miniature, ça. C'est un travail qui date de quelles années à peu près, Les ces années images qu'on voit 90. Ça aussi. Là, j'ai plié du papier photo, après j'ai mis du révélateur sur certaines parties, puis le petit truc, la photo, c'est une petite photo. J'ai mis du papier dans une machine à laver, parce qu'il était dans une poche de pantalon, et je l'ai retrouvé, et ça faisait tout des petites matières, mais il n'est pas là, comme des flocons de neige. C'était un accident aussi. Mais j'aime bien tirer parti des accidents, parce que c'est créatif. Ouais. Voilà, ça aussi, c'est... Ah, j'ai intégré le Polaroid aussi. Il y a des collages. Alors voilà, ça c'est 2025. On saute. 2025 et on retrouve une petite fille qui saute. On tourne quand même autour de l'enfance. Il n'y a pas que ça. Voilà, bien c'est sûr, ça, on a voilà. vu beaucoup de choses différentes, mais on retrouve un travail sur l'enfance. C'est quoi ces messes basses? On a encore un peu de temps. On va se dépêcher, mais on a encore un peu de temps. Donc là, j'ai travaillé sur toujours la même image de. C'était une photo de mon père, de moi enfant, que j'aime beaucoup, et je l'ai mise en scène avec Photoshop génératif. Donc c'est mes premières expérimentations, comme j'avais fait sur Veuve de pêcheur, mais c'est une autre histoire. J'ai envie de faire un album comme un album pour les enfants. Avec cette série-là, j'en ai fait beaucoup d'autres que là, il y en a qu'une. Je suis en train de travailler là-dessus. Voilà, ça aussi, c'est du génératif. Et à partir de mes autoportraits de veuves de pêcheurs, qu'on a vu tout à l'heure, qui sont aussi dans mon livre. On va en retrouver une juste bleue. un peu plus loin. Voilà. Bon, attends, passe l'autre un peu plus loin. Voilà, celle-là. De la série Veuve de pêcheurs. Et ouais, ça, c'est la série. C'était des autoportraits comme la couverture du livre. Mais reviens sur les Polas, parce que ça, c'était les années 80, ça. C'était des Polaroids ASIC70 que j'ai ouverts, j'ai peint, c'est les mille et une nuits. Et donc, c'est très précieux, c'est des miniatures. Après, j'ai réassemblé plusieurs images ensemble, etc. Donc, c'était un peu comme l'histoire de Sherazade, quoi, les mille et une nuits. Voilà. Voilà. Et là, c'est la dernière période plus dépouillée sur la couleur un peu. J'aime beaucoup Rothko, c'est un peu la lumière de la couleur, comme ça, où il y a très peu d'éléments. Je l'appelle le presque rien. En fait, c'est le titre de Jankélévitch, le presque rien, mais je l'ai pas lu. Et quand j'ai fait cette série, j'ai eu l'idée de l'appeler le presque rien, mais quelqu'un m'a dit, mais tu connais le livre de Jankélévitch, le presque rien et tout. Moi, je l'avais pas lu du tout lu, j'avais trouvé le titre comme ça, je trouvais que ça correspondait très bien à ce que j'avais fait, mais j'avais pas la référence avant. Et effectivement, on trouve presque rien. Quelques formes de la lumière et de la couleur. Et parfois une seule couleur, comme celle-ci. Et c'est en allant vers la maturité, tout se dépouille un peu, je trouve. C'est normal avec le temps. Comme ça, on va vers quelque chose qui devient beaucoup plus affiné, beaucoup plus dépouillé. Voilà. D'accord. Et en tout cas, une créativité qui ne se dément pas encore aujourd'hui. Quand on te suit sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, on voit des choses de toi qu'on n'imagine pas. Moi, je vous conseille de vous abonner au compte Instagram de Gladys. Merci. On y voit des radis sur du carrelage.
Je continue. Bah, tout ça, c'est la série Le Presque Rien. Pour finir, on peut les repasser Ça, c'est une un fois peu si plus tu veux, mystérieux, ça. C'est tout sur la couleur. C'est un peu plus... Là, les couleurs, elles sortent pas tout à fait comme elles sont, mais... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a sous les yeux là? Ben, tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Ben, je sais pas trop. Je sais pas. C'est pas du presque rien. Tu vois quoi? C'est lisible. Un écran de télévision? Ouais. Dans une Tu veux pas chambre. en parler? Hein? Avec un fond un peu étonnant? Ouais. C'est le mur. On n'aura que presque rien. Voilà, du presque rouge. Mais en projection, les couleurs sortent pas très très bien. C'est la dernière? C'est la dernière du diaporama, ouais. Bon, merci Gladys. On a un petit moment pour que vous posiez quelques questions. Donc on peut faire circuler un micro parmi vous. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question à Gladys? On peut aussi remettre un peu de lumière dans la salle éventuellement. Vous voyez la Vierge qui ouvre ses ailes et qui s'envolait. C'est celle qui voulait parler, Eric. Oui, il y a une correspondance entre la statue et la petite fille, il y a un dialogue, oui. Donc il y a un micro qui circule si vous voulez intervenir, poser quelques questions, faire des commentaires. Et puis je passerai à la conclusion. Si c'est pas le cas, on peut y passer tout de suite parce qu'on n'est pas trop en avance. Pourquoi, Gladys, as-tu utilisé le Polaroid? Qu'est-ce qui t'a amené par rapport à tous les appareils dont tu pouvais disposer? Puisque tu as fait beaucoup de choses avec voilà. C'était l'instantanéité, le fait que tu avais ton image tout de suite. Oui, voilà. Et je me disais, là, quand tu as fait les photos là, des gens endormis, quand on tire la photo, on est obligé de tirer la photo, donc ça fait un bruit. Et ça ne les a pas réveillés? Non. Tu sais, dans le métro, il y a du bruit quand même. Non, c'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres curieux qui ont envie d'en savoir davantage? Oui. Je veux savoir si tu as encore envie de travailler en noir et blanc. Oui, ça peut m'arriver, oui. Oui. Est-ce que au niveau de la prise de vie, tu ressens une émotion différente entre la couleur et le noir et blanc? Oui, je pense pour les portraits, j'aime bien le noir et blanc. Je trouve que les portraits se prêtent bien au noir et blanc. Il y avait une question par ici, je crois. Oui, bonjour. Bonjour. Votre inspiration, vous parliez du lieu tout à l'heure, c'est-à-dire que le lieu vous inspirait, disons, toute une série. Est-ce que vous avez d'autres sources d'inspiration? Comment vous partez sur ces autres séries? Ben, je sais pas, ça se fait tout seul. Je sais pas comment répondre à ça, parce que ça se fait tout seul, c'est en moi. Le petit début, c'est quoi? Le début, c'était l'enfance. C'était l'enfance, c'était un peu retrouver... j'ai commencé à faire des portraits de petites filles, c'était un peu moi, les petites filles, c'était un peu me retrouver à travers elles, peut-être, je sais pas. Okay. Une grande part d'instinct, mais nourrie par tes souvenirs d'enfant. Ben, c'est important l'enfance, oui, c'est ce qui nous construit. Hein, ouais. C'est ce qui nous construit, c'est ce qui nous marque. Bonsoir Gladys. Bonsoir. Alors ce soir on a appris que tu n'étais pas photographe mais plasticienne. Mais je suis aussi photographe. Plasticienne, ça veut dire un rapport à la matière assez fort. Ouais. Et je suis curieux et étonné de ce passage à la manipulation d'IA générative. Comment tu as fait ce switch entre la plasticienne que nous découvrons et l'IA générative qui, dans notre époque et dans les médias, fait couler énormément d'encre en ce moment? Ben, j'avais envie d'essayer. Je pense que c'est quelque chose qui fait partie de notre époque et que c'est normal d'en tirer parti et de le faire à sa manière.
moi, je suis pas contre à partir du moment où on est créatif avec. J'expérimente. Et puis, moi, je dirais plutôt que je mélange un peu les choses. C'est pas juste d'un coup je fais ça. C'est un mélange, c'est-à-dire que je fais ma petite cuisine. Je suis sur Photoshop parce que maintenant on a des fichiers numériques. Après j'ai une image, je tire parti de mes images. Je fais pas de rien. Je demande pas à l'IA de me créer une image. Je mets une image à moi et je la transforme. C'est une espèce de transformation en fait. Il me propose des choses qui m'intéressent ou qui m'intéressent pas. Et je vais dans mon mouvement où je sens que moi, ça me découvre autre chose. Et je pense que c'est pareil qu'un peintre devant une toile. Il se dit, ah tiens, enfin moi je pense, j'ai essayé de peindre mais j'ai pas beaucoup peint. Et je pense que quand on a une toile en face de soi et il y a un élément qui commence, ça nous donne l'image de quelque chose d'autre qui arrive. Enfin moi je le sens comme ça. Et le quelque chose d'autre qui arrive, on commence à le diriger vers où on a envie d'aller. Moi, je pense que c'est comme ça que je le travaille, le génératif. Mais c'est très fastidieux, c'est très lent parce qu'il y a beaucoup de choses qui correspondent pas du tout à ce que je veux et que je dois jeter. Et pour enregistrer les fichiers, tout ça, c'est très très pénible, quoi. C'est très long, c'est très fatigant. C'est pas évident. Mais c'est comme les accidents avec le Polaroid ou des choses comme ça. Tout d'un coup, il y a une image qui arrive et je me dis, ah, mais je vais aller dans cette direction-là. Mais c'est moi qui interviens, c'est pas l'intelligence artificielle qui intervient à ma place. C'est moi qui interviens et qui la dirige comme je veux. Donc je pense que c'est pas négatif de l'utiliser. Je pense que on doit être avec les outils de son époque. On doit utiliser les outils de son époque. Je pense que c'est bien, il faut en tirer parti. Je veux dire, je sais pas, c'est normal, je trouve. Oui, c'est être dans son temps, quoi. Mais voilà. C'est une belle démarche artistique. On prend une dernière question ? Allez-y, posez votre question. Simplement sur le rapport au lieu. En fait, c'est un rapport, moi je ressens plutôt un rapport à l'intimité dans un lieu. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vue de photos de toi sur la ville, l'espace. Tu vois, on reste dans l'intimité d'un lieu, d'une chambre, d'une maison, et non pas dans le rapport au lieu. Il est individualisé, il est intimisé, il n'est pas extériorisé, il n'est pas rendu collectif. Ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est ça. Parce que je travaille beaucoup sur l'intimité, en fait. C'est vrai que c'est assez intimiste, mes photos. Ouais, c'est juste. Très juste, merci de cette observation. Alors, oui, New York, ouais. Elles sont pas là. On ne pouvait pas tout montrer. On est obligé de conclure maintenant, parce qu'on a largement dépassé le temps qui nous était imparti. Mais pour notre plus grand plaisir, merci Gladys. Donc, moi, j'avais préparé effectivement la petite citation que j'ai déjà lue. Je ne vais pas y revenir. J'en sors une autre du dossier de presse du livre Gladys, édité aux éditions Contre-jour, que vous pouvez acquérir tout à l'heure, qui dit que dans cette première monographie rétrospective, ces photographies en noir et blanc et en couleur dialoguent à travers des séquences et des séries, formant l'autoportrait d'une artiste réjouissante dans l'histoire de la photographie française. Et ben moi je retiens ça. Merci Gladys de nous avoir fait partager cet autoportrait en progrès, et réjouissant, c'est le mot. Merci Eric, merci à tous. Et d'avoir mis nos sens sans dessus-dessous. Merci à tous, merci. Et vive la photographie. J'ai des remerciements et des rendez-vous avant qu'on se sépare. Je voudrais remercier la DAGP qui nous accueille pour ces ateliers, une fois par mois, chaque troisième mercredi du mois, et où on est royalement accueillis. Merci à la DAGP. Je voudrais remercier un autre remerciement particulier à la Médiathèque du patrimoine et de la photographie dans son ensemble, à Mathieu Rivalin d'avoir bien voulu être parmi nous, et à Gilles Désiré Digossé qui la dirige, et à Titouan
dont je suis en train de manger le nom de famille, Titouan de Marcillac, qui s'est chargé du diaporama que vous avez eu sous les yeux. Merci beaucoup à vous trois d'avoir permis cette rencontre. Et vive la médiathèque du patrimoine et de la photographie. Merci beaucoup.